Derrière chaque image se trouve un artiste. Ce qui le rend artiste, c'est sa manière personnelle de créer, qui lui est propre, unique et donc identifiable. La meilleure façon de s'inspirer, c'est d'écouter ceux qui ont déjà trouvé leur identité. Je suis Sandrine Calam, fondatrice de The Shading, agence 3D créative. Ensemble, nous allons partir à la découverte de nouveaux univers graphiques. Avec un objectif, comprendre comment acquérir un style fort et développer sa créativité. Au programme, des tips, du partage et de l'inspiration en barre. De quoi te donner plein d'idées pour progresser et t'améliorer. Prépare de quoi noter et ton meilleur café. Let's go! Salut Laurent, bienvenue sur Gizmo. Salut Sandrine. Je suis ravie de t'accueillir. Coucou. Non, j'allais dire la même chose que toi, ravi d'être là. Bah, pareil, on a eu l'occasion d'échanger un petit peu avant, hier, pour préparer cet épisode, ce qui n'est pas toujours le cas. Et du coup, j'ai déjà hâte de tous les sujets qu'on va aborder, parce que tu as l'air sans langue de bois, être très dans la transparence et ça reste quand même un peu le dénominateur commun, je trouve, de cette saison 2, de vachement de partage d'expériences et de parcours et rien que pour ça, j'ai très, très hâte. Donc merci pour ton temps et merci de tout ce que tu pourras nous livrer un peu en back office de ton expérience et de ton parcours. Avant de mettre l'eau à la bouche à tout le monde sur cet épisode, je veux bien que tu commences par te présenter, que tu nous dises un petit peu qui tu es, ce que tu fais aujourd'hui et puis on va commencer notre discussion là-dessus. Ok, ok. Donc je m'appelle Laurent Guittard, je suis le PDG de la société Carlab, cofondée avec mon ami Ali Hamdan, qui est le CTO actuel de la société. Nous sommes spécialisés dans la fabrication de personnages en 3D. Voilà, tout le pipeline personnage, donc ça va du design jusqu'à la livraison à l'anime. On est plutôt bien reconnu sur le marché aujourd'hui pour tout ce qui est sculpt, modeling, rig body, rig facial. Mais on fait pas que ça, on fait aussi voilà, du grooming, du surfacing, etc. Et petit à petit, on montre à tout le monde qu'on sait faire. Et voilà, on a créé la boîte en 2016. Donc là, c'était un peu pour ça, plus sur ce que je fais aujourd'hui. Et moi, donc, tout comme Ali d'ailleurs, ça fait 20 ans qu'on est dans le métier, enfin, que je suis en tout cas dans le métier aussi. Je suis sorti de l'école en 2002, été 2002 je crois, j'ai un doute. Un an près, mais on est un truc comme ça. Toute chose, j'ai un peu une casquette, une spécialité plus sur tout ce qui est modeling de personnages, sculpte auparavant, parce que ça fait longtemps que j'en ai plus fait maintenant, vu que je gère une boîte. Mais à la base, je viens plus de ça, mon ADN est plus là-dessus. Et avec le temps, je pense qu'on en parlera, une grosse spécialité sur tout ce qui est facial en fait, facial du personnage, rig facial, shape, combinaison de shape, etc. Et puis voilà, mais sinon dans ma carrière, je suis passé, j'ai quasiment tout fait, et Ali aussi, hein, nous deux on a quasiment tout fait hein, sur le pipeline, sur un workflow de fabrication 3D. J'ai fait du lighting, j'ai fait du compo, j'ai fait du surfacing, du texturing, donc de la gestion de prod, enfin, etc., etc. C'était un choix de ta part de vouloir tout faire et de faire toutes ces spécialités ou pas? Euh, oui, oui, sous-entendu, en tout cas, oui, c'est souvent même moi qui étais demandeur au début. J'ai un peu tout cette. Dès le début, je pense, un peu dans mon ADN de cette soif de découverte, en fait. De vouloir toujours ouais, découvrir de nouveaux terrains et puis de monter en compétences, d'essayer d'aller vers l'excellence et puis d'essayer de joindre différents départements pour devenir un meilleur graphiste, mais pas que, dans ma vie de tous les jours, c'est pareil, une meilleure personne, un meilleur manager, un meilleur chef d'entreprise. C'est un peu l'idée. Moi, voilà, et surtout si je suis face à une problématique, je suis enfin, non, c'est pas même rarement, je ne suis jamais dans l'inaction, en fait, c'est pas mon truc. Si une situation me plaît pas, s'il y a un problème technique ou artistique, j'essaie d'être dans l'action et de trouver une solution. C'est un peu ça, c'est une sorte de. Ouais, je parle souvent d'ADN, mais c'est un peu ça, ouais, c'est un peu dans ma manière de penser en tout cas, d'aborder les choses dans la vie. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que au tout début, quand je suis sorti de l'école, enfin un peu après d'ailleurs, bon, je pourrais revenir sur le sujet après, mais quand je suis revenu dans la 3D,
Euh, J'avais une affinité plus pour le modeling et donc je suis allé plus naturellement aller chercher un travail de modeleur sur du décor, ce genre de choses. Et j'ai eu la chance de rentrer chez Attitude Studio, qui n'existe plus aujourd'hui comme société, mais qui était la grande société de l'époque, il y a 20 ans, la grande compagnie, et d'être onboardé par deux, trois mentors, comme Jex, Jérôme Desvignes, comme Freddy Schaller, comme Checo, David Latulippe, pardon, je pars sur les pseudos de secondes, qui m'ont accueilli et qui m'ont donné la chance de déjà de pouvoir montrer ce que je savais faire, mais en plus comme j'étais curieux et que j'aimais bien l'endroit où j'étais et les gens avec qui je travaillais et que les projets étaient cool, ouais, j'allais les voir, tu sais, je sais faire du surfacing aussi, je peux faire du texture, ah bon, ok, vas-y, montre-moi. Et puis, ok, c'est bon, ça passe, on y va, on continue, j'aimerais bien faire du lighting, c'est ok, d'accord, viens, on teste, je faisais mes preuves et puis comme ça, et je restais longtemps sur les prods et ça m'intéressait de voir un peu tout ce qui se passait, quoi. Voilà, pas juste faire mon sculpte et je le livre et je m'en fiche, entre guillemets. Et, C'est important, eux, quoi. ils te donnaient un cadre pour avoir confiance et pouvoir expérimenter en te disant, bon, vas-y, on prend le risque, on y va ensemble, vas-y, montre-nous ce que tu sais faire Oui, pour après, expérimenter un peu plus. après le risque était limité, puisqu'en plus, j'étais déjà dans la place. Donc, bon, entre guillemets, c'était assez simple. Mais c'est surtout, en fait, de toute façon, c'est toujours pareil, hein, et je pense que je vais souvent en parler pendant ce podcast. C'est une question d'humain, hein. C'est une question, ça dépend des personnes. Il y a des personnes qui vont donner facilement la chance, et puis il y en a d'autres qui vont dire ah non, c'est trop risqué, je donne pas. Là, j'étais avec des gens fantastiques que je ne croise plus beaucoup malheureusement, avec chacun qui sont partis à droite à gauche. Et j'ai recroisé Jacques là dernièrement plusieurs fois et ça m'a fait toujours un peu, c'est beaucoup, beaucoup d'émotions, puis ça me rappelle plein de souvenirs. Donc, euh, donc voilà. Et oui, c'est plus des personnes en fait, c'est vraiment de l'humain. Pour moi, les bons moments de ma carrière et les mauvais moments de ma carrière, c'est de l'humain. C'est toujours pareil. C'est des relations humaines. Et c'est bien au-delà du niveau technique de quelqu'un ou du niveau artistique, je pense. Ouais, à compétence égale, ça va être l'humain, ou même à compétence des fois inférieure, c'est l'intégration de l'humain et ce que est la personne en équipe et individuellement, Ah oui. qui peut faire la différence. Ah oui, clairement, mais clairement, je veux dire, il y a pas photo. Je préfère avoir quelqu'un dans ma team peut-être qui est moins capé, ou qui va être moins technique, mais qui est super, qui est agréable et qui est là pour apprendre, qui en demande, qui a pas la grosse tête aussi, ça aide, qui est pas là plutôt que d'avoir quelqu'un ok, super images, niveau de dingue, CV de folie, mais par contre avec qui c'est impossible de travailler. C'est code management. Pour maintenant en faire régulier tous les quotidiennement depuis 7 ans, parce que c'est surtout, même si j'en avais fait un petit peu avant de monter Carlab, c'est principalement depuis Carlab, le montage de Carlab, que j'ai pu vraiment superviser des gros projets et tout. Oui, non, c'est l'humain. Honnêtement, je préfère gérer. Et d'ailleurs, c'est beaucoup plus compliqué quand il y a un problème. C'est-à-dire que je préfère gérer un problème technique. C'est beaucoup plus simple, tout le monde le dira, je pense, dans le milieu. Pas que. C'est plus simple de gérer un problème technique qu'un problème humain. C'est beaucoup, beaucoup plus simple. Mais après, c'est ce qui fait aussi toute la richesse du management. C'est gérer une équipe, gérer des gens, savoir faire en sorte que les synergies, enfin voilà, qu'il y ait une bonne synergie, que ça fonctionne bien dans son département et avec les autres départements, parce que souvent on oublie ça. Ouais, ouais, c'est ce qu'il y a de plus dur, je pense. Ouais. C'est vraiment ce qu'il y a de plus dur. Hein. Mais c'est ultra excitant aussi. Enfin, après, il faut avoir une affinité. C'est toujours pareil. Je comprends les personnes qui se disent ah non, mais moi c'est bon, supervision, j'en ai fait un petit peu, plus jamais, c'est l'enfer. Je comprends. C'est un autre métier. Parce que C'est comme ça prend de l'énergie et en effet, si tu as pas envie de gérer des problèmes humains, faut pas superviser parce que ça sera, 80 de ton temps. Donc si c'est un enfer et si ça te prend, trop d'énergie et tu pas la patience de t'intéresser à qui sont les personnes dans ton équipe et comment faire en sorte de les faire,
collaborer ensemble et que ce soit que du plus, mais pas du moins et des guerres internes, en effet, ça c'est pas pour toi et c'est pas fait pour toi. Oui, c'est ça, oui. Après, bah, heureusement, enfin, ça prend 80 de temps, oui. Après, heureusement, sur tout ce temps-là, c'est pas que des problèmes. Heureusement, parce que sinon, ça serait, il y aurait vraiment pas beaucoup de personnes en supervision ou en gestion. Non, non, il y a quand même beaucoup. Souvent, on parle souvent des mauvais moments ou dans la vie, hein, mais on retient souvent ça. Mais après, c'est 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 pas la majorité du temps. Heureusement pour moi aussi, dans ma carrière, ce n'est pas la majorité du temps. Par contre, c'est vrai que euh, j'ai des mauvais moments qui ont ponctué ma carrière et qui ont été aussi peut-être des déclencheurs de bah ça, plus jamais, ça, il faut que je change. Ou même par derrière, ou me dire, bah attends, ah ouais, mais non, là, c'est pas comme ça que j'aurais dû réagir. Euh, je pense, enfin, en tout cas, moi, ça a été peut-être des axes de pivot, entre guillemets, sur ma manière ma situation au quotidien, ok, où je suis, avec qui je suis, mais aussi ma manière de penser. Mmh mh. Donc, bon, c'est Je très philosophique tout ça. je viens avant qu'on rentre vraiment dans du concret et qu'on rentre un peu plus, à creuser et avoir un peu plus de détails, que tu nous expliques, ce qui t'animait toi au début quand tu arrivais dans la 3D. Est-ce qu'aujourd'hui c'est toujours la même chose qui t'anime? Pour qu'on comprenne un peu toi ton carburant et ce qui a peut-être, conditionné certains choix que tu as pu faire, et certains pivots ou déclenchements, que tu as pu, derrière, amorcer dans les 20 années qui sont passées? Bon, ouais, bah, ça veut dire revenir un petit peu sur comment j'en suis arrivé là. Faut bien en fait, j'ai un peu un parcours, je pense, par rapport à un graphiste, on va dire, classique, surtout aujourd'hui, un parcours un peu atypique, c'est-à-dire que bon, je dessine depuis que j'ai l'âge de 5 ans. Mon père était architecte décorateur, donc j'ai toujours baigné dedans, dans le dessin. J'ai failli faire de l'architecture, j'ai failli faire du design automobile, et puis j'ai découvert la bande dessinée, puis le cinéma, voilà, le cinéma d'animation, enfin vraiment tout ça. Et en fait, je me suis rendu compte que j'aimais bien, bah, j'aimerais bien raconter des histoires aussi, ce genre de choses. Et en même temps, j'avais un profil scientifique, enfin, je passais mes études, ça allait très bien, et j'avais un profil où en gros on me disait, non, mais, où on disait à mes parents en tout cas, non mais Laurent, il peut tout à fait continuer à faire des grandes études scientifiques, il a le niveau, voilà. Alors ce qui se passe, c'est que dans la réalité, jusqu'à seconde première, j'avais surtout beaucoup de facilité, ce qui faisait que ça passait tout seul. À partir de la seconde première, ça a été un peu compliqué, mais voilà, j'ai quand même eu un bac S, mais j'ai eu 10,2 de moyenne, tout juste. Je suis passé à ça du rattrapage. Et étrangement parlant, d'ailleurs, merci, j'ai eu une bonne note en psy, pas encore si, En philosophie. philosophie, pardon, comme quoi c'est en philosophie, parce que j'étais tombé sur un sujet qui me plaisait bien et que j'avais des choses à dire. Déjà à l'époque, j'avais des choses à dire. J'avais envie qu'on m'écoute un petit peu, mais j'avais des choses à dire, et moi qui avais des mauvaises notes vraiment, enfin, c'était vraiment pas mon truc là, bah voilà, j'ai eu bref. Mais par contre, par la suite, avant d'y croire vraiment en fait que j'avais cette capacité d'avoir une carrière dans l'artistique, sans vraiment savoir où aller, parce que bon bref, j'ai continué à je suis rentré faire un doc de maths informatique appliquée aux sciences sur Paris, donc je suis resté dedans pendant 2-3 ans. Et c'est là où j'ai découvert et j'ai compris que bah non, non, à un moment donné, on va arrêter. Ah, ok, je peux avoir des facilités, mais à un moment donné, enfin, c'était pas possible. Les conditions n'étaient pas terribles. Je passais des heures dans un amphi sur les morceaux. Enfin bref, c'était pas terrible. Par contre, ce que ça me permettait, c'est que ça me permettait d'aller au cinéma le mercredi matin, m'enchaîner tous les films de la Terre et me dire ah c'est trop bien et c'est ça que je veux faire. Et puis voilà. Par contre, comme je suis quand même un peu têtu, donc je lâche pas forcément le truc, n'importe quoi d'ailleurs. Bah, je redouble ma première année. La deuxième année est facile et je vais quand même. Je sais déjà en gros que je vais pas aller je vais changer de voie. Mais je vais quand même me dire, je vais quand même jusqu'au bout du deuil. Mais dans la réalité, c'est que voilà, la deuxième année, je finis mes examens, j'ai 9,5 quasiment dans toutes les moyennes, dans toutes les matières, pardon.
Et il faut passer tout, enfin bref, en gros. Et j'avais déjà passé des concours d'école. Donc j'avais passé le concours de l'ESRA, je suis infographe, et le premier concours de l'école Georges Méliès, à l'époque, qui s'ouvrait. Et j'avais eu les deux. Donc autant, bon, j'ai pas eu super motivation pour bosser l'été le rattrapage du dog, et finalement je l'ai jamais eu. Je l'ai jamais passé, enfin je l'ai même pas passé en fait. Parce que je partais là-dedans. J'avais un ami d'enfance de l'époque, justement juste avant, qui me disait mais attends, pourquoi tu changes pas? Regarde, il y a la 3D. Parce que je savais pas trop, est-ce que je veux faire du dessin, ce genre de choses. Et il m'a fait découvrir ça, c'est Romain Cotte, qui est au Canada maintenant, chez Rodeo FX au Nouvelle. Pareil, un gros tueur, et puis quelqu'un qui m'a permis en plus d'entrer après chez Attitude Studio. Et ouais, donc j'ai découvert la 3D, j'ai découvert les écoles, j'ai découvert qu'on pouvait apprendre en s'éclatant, parce que c'est quelque chose qui motivait en fait, tu vois. Voilà. Et quand on a passé 3 ans sur les bancs de la fac et des années d'école avant, dans le 93, dans les lycées à Aulnay, ils sont pas forcément foufou, mais bon, ça va. Tout d'un coup, arriver le lundi matin dans des amphis tout molletonnés, avec que des gens qui parlent de cinéma, avoir des cours de mise en scène sur Alien, sur Duel de Spielberg, enfin tout ça. Ah ouais, c'est pas la même. Donc tout d'un coup, en fait, j'avais beau ne pas faire, j'ai pas fait d'école d'art, de prépa art. C'est-à-dire que j'ai passé les concours sans prépa. J'ai des prix dans les deux que j'ai passés, donc c'est que j'avais a priori un minimum de niveau. Et surtout, j'ai beaucoup bossé. Vraiment beaucoup. C'est-à-dire que première année, je termine major de promo, ce qui ne veut pas dire grand-chose, mais sur le papier. Mais par rapport à d'autres qui sortaient de prépa école d'art, j'avais dû peut-être bosser plus pour compenser. Mais surtout, je m'éclatais, en fait. Je m'éclatais parce que enfin, je trouvais quelque chose où je pouvais, où je travaillais avec plaisir, en fait. Travailler avec plaisir. Ça, c'est le Graal. Travailler avec plaisir, c'est le Graal. Vraiment pour tout le monde, je pense. Et je me souviens, un de mes copains de l'époque, je m'étais fait à l'école, premier jour, enfin, on va faire un week-end d'intégration, on fait connaissance. Alors, t'as fait quelle école prépa et tout? Ah, j'en ai pas fait. Il me fait, oh là là, ça va être dur pour toi et tout. Ça va être chaud, ouais. Mais on est devenus potes après, hein, c'est pas... Donc j'ai une grosse pression d'entrée. Et puis en fait, la petite anecdote, c'est que 20 ans après, moi je suis toujours là, et que lui il a arrêté de faire de la 3D il y a très, très longtemps. Donc voilà. Donc, du coup, ce qui t'anime, toi, ça serait raconter des histoires et faire de la mise en scène, raconter en fait par l'image, d'où en fait cette appétence et cette passion que tu avais quand tu rentrais et que tu étais à l'école et que tu commençais à appréhender tout cet univers qui était autour de la culture, du cinéma. Oui, alors à terme, oui, c'est vrai que j'ai des désirs de mise en scène, voilà, j'ai écrit des scénarios de BD, j'ai écrit des choses comme ça, j'ai pas mal écrit à un moment donné. Ça n'a rien donné professionnellement parlant pour l'instant, parce que j'ai pas développé de choses. J'avais ma carrière de graphiste, enfin, en fait, sur laquelle je me suis beaucoup consacré. Mais après, ce que je dis souvent, c'est que je suis pas tombé bien loin de ce que je voulais vraiment faire à la base, c'est-à-dire ce qui m'avait donné l'envie d'aller dans cette voie-là. J'ai pu travailler sur des films qui m'ont fait rêver, qui me font rêver et qui ont fait rêver plein d'autres personnes. Donc non, je suis plutôt content. Ouais. Pour le coup, je suis assez content d'être dans ce milieu-là, côté créatif, de créer des histoires, participer à la réalisation de ces histoires au final. Donc Là, tu nous as un peu détaillé que tu as fait une école et des concours. Est-ce que aujourd'hui tu ferais la même chose? C'est-à-dire tu repasserais des concours et tu rentrerais en école? Ou pour toi, parce que mine de rien, ça a un peu changé? Pour ceux qui ont pas la vidéo, il est en train de se marrer de ma question. Alors soit il y a des grosses ficelles et il voit où je veux l'emmener, soit il y a un truc qui se passe et on sera bientôt au courant.
Par rapport en fait à 20, il y a 20 ans, il y a quand même beaucoup plus de supports qui sont dispo en ligne. Tu as pas mal un peu de mentors ou vraiment de gens qui mettent à dispo des ressources qui sont très très bien et pour au final juste quelques euros, tu vas pouvoir avoir en fait un peu des masterclass ultra quali. Est-ce qu'aujourd'hui tu referais une école ou pas? Alors ça, c'est un vrai sujet et ça me fait sourire parce que en fait, je suis très très pote avec plusieurs dirigeants d'école en plus, enfin, que j'apprécie énormément et voilà. Alors, je les connais pas tous, hein, mais et je comprends ce qu'ils veulent faire et j'entends leurs discours etc. Mais c'est vrai que je suis pas le bon exemple. C'est vrai que je suis pas le bon exemple par rapport aux écoles. C'est-à-dire qu'au final, parce que ça je l'ai pas dit, mais Sup Infographe, c'était une formation en 3 ans qui coûtait de mémoire dans les 2000-3000 euros, peut-être l'année 2500-3000 euros l'année à l'époque, ce qui est une broutille par rapport à aujourd'hui. Donc c'était 3 ans et finalement j'ai jamais fait la troisième année, comme la moitié de la promo d'ailleurs à l'époque, parce que à l'époque on trouvait que par rapport à aussi ce qui se passait dans l'école et comment c'était et tout, ça a peut-être changé depuis, hein, j'en sais rien, j'ai pas suivi, mais en tout cas c'était bien trop cher payé pour ce que c'était et qu'à un moment donné il fallait arrêter et bref. Et il y a eu un peu ce mouvement. Alors c'est marrant parce qu'il y a plein de plusieurs personnes avec qui j'étais qui sont parties et qui sont qui sont à des super postes aujourd'hui. Donc bref. Donc comme quoi c'est pas voilà. Donc si vous voulez en fait au final j'ai eu mon bac avec 10 euros de moyenne, j'ai pas eu mon deuil et j'ai pas de diplôme en fait d'art, enfin d'école 3D. Et pourtant, j'ai fait 20 ans de carrière, à travailler sur, je sais plus, entre 18 et 20 films. J'ai une société, etc. Donc, je suis pas le bon exemple, en fait, pour le vendeur de l'école, entre guillemets. Non, mais ça prouve aussi que sans diplôme, tu arrives quand même à t'ouvrir les voies parce que c'est pas le diplôme qui fait ta capacité à être, un bon graphiste, un bon artiste par rapport à une spécialité qui est choisie ou non, tu vois? Tout à fait, tout à fait. C'est ça. C'est reste toujours, en fait, finalement, c'est humain. Non, ce que j'ai apprécié avec justement avec l'école, avec Super Infographe, c'est que ça m'a mis le pied à l'étrier. Ça m'a mis le pied à l'étrier, ça m'a quand même mis, j'ai quand même appris les bases de logiciels de 3D, à penser, voilà, ouais, c'est ça, ça m'a mis le pied à l'étrier, ça a lancé la machine. Maintenant, ça m'a lancé la machine, encore une fois, ça m'a pris 2 ans et 2 fois 3000 euros. Euh, c'est pas, c'est pas 5-6 ans avec 6, 7, 8, j'ai entendu 9000 euros pour certaines écoles maintenant aujourd'hui. Ouais, c'est-à-dire qu'en gros, ouais, alors si les parents payent, bon, tant mieux, mais si c'est toi qui payes, tu démarres ta vie, tu as 50 000 euros de dette. Déjà, moi, 5 000 euros à l'époque, ça me paraissait dingue. Mais voilà. Non, mais c'est vrai que, par exemple, j'ai des parents qui viennent me voir qui nous contactent pour savoir si on peut prendre leur enfant en quatrième, troisième en stage. Et parfois, j'ai le temps quand même de discuter avec eux voilà quoi. Et, ok, le gamin il est motivé, super. Bah écoutez, s'il est motivé, comme tu dis aujourd'hui, il y a tellement de supports, tellement de choses. Il fait de la 3D. Il dessine tous les jours, il dessine, il commence à à faire de la 3D. Parce que le gamin ou la gamine, s'il commence maintenant à 13-14 ans, quand ils vont sortir du bac à 18 ans, 19 ans, ils auront déjà 4-5 ans de 3D dans les pattes. Même si c'est junior, c'est pas le problème, ils auront déjà voilà, 4-5 ans de 3D dans les pattes, ils auront 4-5 ans de dessin. Par rapport à quelqu'un qui sort du bac sans savoir vraiment où il voulait aller et qui ensuite rentre dans une école 3D, en fait, il gagne 5 ans en fait, parce que derrière, il y a encore 5 ans. Donc, Pour toi, tu dis si c'est réellement une passion, n'attendez pas d'être à l'école et d'avoir 18 piges. non, En réalité, si tu as envie de faire la 3D et que tu as que 12-13 ans, ouais, regarde des tutos et forme-toi. Il y a plein d'exemples comme ça de vidéos sur YouTube où en fait, quand tu regardes l'âge de la personne qui a fait la 3D, c'est pas une question d'âge. Et il y a des gens qui sont très talentueux et pour autant très très jeunes parce qu'ils ont commencé à 12-13 ans, quoi. c'est ça. Et puis, c'est vraiment ça. C'est pas une question d'âge. C'est une question d'expérience, nombre d'années d'expérience. Il faut engranger de l'expérience et de travail. Et vraiment, j'insiste sur le travail. Encore une fois, je reviens sur l'exemple de l'école où j'étais amené major de promo sur les notes. Et bon, c'est ce qu'on des notes. Et la différence par rapport à d'autres qui étaient peut-être plus talentueux que moi, etc., c'est que j'ai compensé en faisant beaucoup de travail.
Et j'ai vu des personnes qui avaient un niveau de dessin vraiment pas terrible, mais qui bossaient comme des dingues parce qu'ils étaient motivés. Et encore une fois, ils ont réussi à débloquer des choses, apprendre, et qui sont devenus des professionnels et reconnus. Donc non, mais en plus, il y a une vraie chance dans ce milieu, c'est que c'est quand même un des rares milieux encore aujourd'hui, ou industrie, où quand tu vas chercher un boulot, tu montres ce que tu sais faire. C'est-à-dire, on te demande de montrer une bande démo. Tu as une démo reel, tu as voilà, tes petites belles images qui tournent, etc. Peut-être qu'après, dans un second temps, on regarde d'où tu viens et ton CV, etc. Mais d'ailleurs, sur le CV, moi, quand je regarde des CV, je regarde pas les écoles. Je m'en fiche, je sais même pas, c'est pas important. Je regarde à quel moment tu as commencé à travailler. On va dire le start de ton expérience en 3D. Donc en gros, quand est-ce que tu es sorti de l'école? Est-ce qu'il y a eu un gap entre les deux qui peut dire ok, bah tu as eu du mal à trouver du boulot, et bref, peut-être ça c'est pas trop, ça s'explique très facilement. Et ensuite, et surtout même avant ça, la première chose que je fais, c'est je regarde la bande démo. Je reçois un mail. Bonjour, monsieur Carlab, j'aimerais travailler chez vous, je suis graphiste. Ok, je vois un lien, je clique sur le lien, je regarde l'image. Si l'image me plaît, je regarde sur LinkedIn et je vois, c'est en fonction, voilà, ok, c'est à peu près ce niveau, c'est à peu près qualitativement, visuellement, c'est à peu près ce niveau-là. Donc je m'attends à quelqu'un peut-être de junior et je vois que effectivement ça correspond. Bon bah c'est instant et puis peut-être qu'on peut commencer à se parler et discuter. Mais c'est ça, c'est quand même rare encore aujourd'hui d'avoir des industries où le diplôme c'est un plus, mais personne ne recrute dans le milieu parce que tu sors, je sais pas, de Supinfocom ou genre, je dis Supinfocom à l'époque, mais ou l'ESMA ou ce genre de choses. C'est pas vrai. Enfin, Ouais, comparé à des écoles de commerce où tu seras recruté parce que tu sors d'un top 3 d'une école de commerce et en réalité, les compétences, c'est pas pour les compétences qu'on vient de chercher, mais plus par le tampon que l'école t'a mis dessus parce que c'est gage d'un de bon qualité. élément et qui saura s'adapter partout. Ah Mais oui, c'est une oui. histoire de cotes et de marché et c'est un peu là où ces écoles-là essayent d'être toujours un peu mieux cotées pour mieux vendre leurs étudiants et c'est totalement une autre logique Oui, c'est comparée ça, mais aux bandes. c'est un peu ça, oui, effectivement. C'est quand même, c'est vraiment une exception, je trouve, hein. C'est vraiment une exception quand je vois ma femme, pardon, qui est pas du tout dans le même milieu, qui est plus du côté RH et QVT, etc. Donc j'ai pu voir aussi un peu plus dans le détail ce qui se passait dans d'autres industries. Ouais, non, ça reste une exception. Et donc c'est quand même, ouais, non, ça, moi ça me fait toujours triper, hein. Je pourrais en parler des heures. Et après, voilà, je comprends le discours des écoles de 3D aujourd'hui, je l'entends et moi ce que j'ai du mal à comprendre, entre guillemets, c'est pourquoi aujourd'hui une formation pour faire des gens professionnels, en tout cas, nécessite à minima 5 ans, alors qu'avant, 2 ans, ça n'a pas si mal marché pour plusieurs, pas que moi, mais beaucoup de personnes qui sont aujourd'hui des seniors reconnus. Et même plus que ça, hein, moi j'ai par exemple un de mes superviseurs, si je dis pas de bêtises, je crois qu'il n'a pas fait d'école. Je crois il s'est formé. J'ai un autre exemple, si je dis pas de bêtises, pareil, j'ai pas été vérifié. Rémi Bachmann, qui est pareil, un senior modeleur et un bon copain avec qui j'ai travaillé plusieurs fois et que je respecte énormément. Et qui a aujourd'hui, je pense, toujours aujourd'hui, qui est toujours le sculpteur en chef chez Illumination. Il n'a pas fait d'école. Et voilà. Alors après, je fais pas le procès aux écoles parce qu'effectivement, encore une fois, c'est vraiment bien, tu apprends plein de choses. Ça te met le pied à l'étrier, tu apprends à monter une prod, etc. C'est juste que aujourd'hui, le marché est en telle tension, il y a tellement besoin il est en tension, il n'y a pas assez de monde pour fabriquer. Ça, c'est une chose, mais surtout, il n'y a pas assez de monde avec de l'expérience. Mais pour que ces gens aient de l'expérience, il faut que ces gens soient en prod. Il faut qu'ils arrivent vite sur le marché. Qu'ils arrivent vite sur le marché. Or, les études s'allongent, se sont allongées en tout cas, et là, il y a un truc qui n'est pas cohérent en fait. Donc, aujourd'hui, j'ai envie de dire, j'ai pas trop de problème à trouver des juniors avec peut-être déjà une base de talent assez intéressante
Tu peux trouver que tu peux trouver. J'en ai qui sont au top. Mais la difficulté aujourd'hui, c'est trouver des seniors, trouver des middle, etc. Et ces middle-là et ces seniors, ils ont dû être juniors avant, ils ont dû commencer avant, donc se faire de l'expérience sur le voilà. Et donc aujourd'hui, je trouve que c'est trop long en fait. Concrètement, c'est trop long. J'interromps l'épisode 30 petites secondes pour te dire de ne pas oublier de nous lâcher un like ou une note sur ta plateforme préférée. Tu connais la chanson, ça nous aide énormément à faire connaître le podcast à un maximum de personnes. Allez, on reprend. Enfin, on leur demande pas d'avoir déjà une expérience, mais de toute façon, les études s'étant allongées, ils ont le temps de passer de vraies expériences de création de prod sur leur film de fin d'année, qui se font parfois, je crois, sur 2 ans presque, peut-être sur certaines écoles. Bon, après, je maîtrise pas non plus le sujet. J'ai pas d'école, donc c'est pas moi le spécialiste. Mais c'est surtout qu'il y a une vraie tension plus sur le middle, senior, enfin vraiment des gens qui ont de l'expérience. Mais pour avoir cette expérience, comme je disais, effectivement, il faut aller sur le marché, en fait. Il faut être sur le marché et travailler, et être confronté, et comprendre ce que c'est de faire un film. C'est très différent que de faire un film dans une école. J'avais tenu une conférence chez l'école Georges Méliès et Artline, entre autres. Mais à l'école Georges Méliès, c'était dans un amphi, et j'avais ma femme qui était dans l'amphi, et qui était entourée d'étudiants, et je leur expliquais justement un peu mon parcours. Pour le coup, je revenais un peu vraiment sur mes 20 ans de carrière, je donnais des clés que j'avais trouvé, enfin les hauts et les bas de ma carrière et ce que j'avais appris et ce genre de choses. Et je parlais entre autres à certains moments où je travaillais peut-être 70-80 heures dans la semaine. Enfin voilà, c'est pas arrivé qu'une seule fois. Hein. Et ma femme m'a rapporté par la suite qu'il y avait des étudiants qui disaient mais 70 heures, 80 heures, mais moi déjà 30, c'est dur, jamais de la vie. Et j'ai envie de dire, je suis désolé, hein, mais j'ai envie de dire, mais en fait, ça va arriver. Tu rentres sur le marché, tu vas connaître ça. Parce que c'est un milieu où il y a des moments de tension, de crunch, où il y a la deadline, il faut sortir quoi qu'il arrive le projet. Et il n'y a pas le choix, en fait. À un moment donné, c'est même plus une question de compétences, de technique, de technologie, c'est une question de temps. On en revient toujours au temps. Le temps, c'est de l'argent, mais ça revient au temps. Tu es obligé de faire de l'overtime. Et tu te retrouves même dans des grosses boîtes qui ont de l'habitude, des genres de choses, à avoir des équipes entières qui bossent pendant 3 mois, 7 jours sur 7, 70 heures dans la semaine. Et ça peut arriver. C'est pas toute une carrière comme ça. Mais ça peut arriver. Et voilà. Mais de toute façon, sinon, c'est 35 heures, 40 suivant les studios. Et puis voilà. Donc, mais on en revient toujours, hein, c'est le travail, en fait. Faut pas avoir peur, quoi. Faut y aller. Et puis, mais ça va bien se passer. Hein. Si tu es bien entouré, si tu as les bonnes personnes, et là, je reviens sur l'humain. Si tu es entouré des bonnes personnes et tout se passe très bien. Moi, je suis allé au feu à faire des heures de dingue sur des projets, mais parce qu'on était une équipe soudée, parce qu'on y croyait et que ça se passait dans la bonne entente. À l'inverse, j'ai fait des projets où j'étais en mode tranquille parce que j'avais automatisé plein de choses, mais qu'il y a une telle tension. Alors certes, en termes d'heures, j'étais vraiment tranquillou, mais par contre, c'est pas des bons souvenirs. Pas des bons souvenirs. Là, quand tu parles d'expériences à engranger, pour le coup, tu en as pas mal. Est-ce que tu peux nous partager, toi, des expériences qui t'ont marqué et qui ont changé ta manière peut-être de voir l'industrie ou ta manière de voir les choses en tant qu'artiste? Du coup, des positifs comme des négatifs, tu vois, qui pour toi ont été un peu ces pivots et ces moments où t'as changé, t'as eu des prises de conscience. Alors, les vraies grosses prises de conscience, je les ai eues depuis que j'ai Carlab. Hein. Une fois que tu passes de l'autre côté. Hein. J'avais beau me faire une idée sur la manière dont se fabriquaient les films, enfin, ou gérer des sociétés, ou même gérer des équipes auparavant, à partir du moment où je suis passé de l'autre côté, alors oui, c'est là où j'ai compris. Il y a un vrai gros changement. C'était quoi ta vision avant un Carlab et aujourd'hui, après, l'envers du décor? Avant, je n'avais pas cette dimension politique. Je comprenais pas pourquoi les choses prenaient autant de temps. Je pense surtout au temps que j'ai pu passer dans les grosses structures.
Je pense à Attitude à l'époque où, en plein milieu d'un film sur Prodigies, on m'appelle le lundi matin en disant Laurent, bah, écoute, viens pas parce que la boîte ferme. En disant, mais au début, je croyais que c'était une blague. Hein. Non, non, c'est sérieux, la boîte ferme, mais c'est pas possible. Qu'est-ce qui s'est passé? Bref. Mais je pense, oui, effectivement, sur les gros, par exemple chez Illumination, où je suis resté très longtemps, où c'est toujours pareil. Hein. Pour faire un virage, je suis pas quelqu'un de patient, je le reconnais. J'ai beaucoup travaillé sur moi, mais je le reconnais. Il y a des choses que je comprenais pas, des choses qui prenaient du temps, des manières de fabriquer où on pouvait automatiser, ça se faisait pas. Alors que moi, même j'étais pas codeur, je sais coder un petit peu, mais je suis pas codeur. C'est-à-dire qu'en gros, j'aime bien dire que je code artistiquement. C'est-à-dire que ça fonctionne, mais il faut pas regarder le code. Enfin, c'est pas un vrai codeur te dit, mais attends, il y a un problème. Et donc, mais par contre, j'avais plein d'idées en me disant, mais si on fait comme ça peut forcément fonctionner. Regardez, moi, j'arrive à le faire, etc., etc. Et ce qui fait que bah, je me suis retrouvé au placard, blacklisté, officieusement blacklisté, voilà. Mais c'est parce que j'avais pas tous les tenants aboutissants. Il y avait des décisions qui étaient prises, des manières, même des humeurs, des superviseurs qui revenaient de réunions, qui étaient à cran, où tout d'un coup on revenait sur des décisions importantes, des choses qui mettaient en mal toute l'équipe. Et moi, je comprenais pas. Et pour moi, c'était de la mauvaise supervision ou de la mauvaise gestion. Et souvent, ce que j'ai tendance à, c'est en gros, c'est à un moment donné, je fais, laissez-moi, donnez-moi, je vais m'en occuper. C'est pas comme je veux, je vais le faire. Je vais le faire et j'y vais. Et donc là, après, je suis confronté. Bon, les trois cas, très souvent, je suis content de le prendre en main parce que je me trompe pas. C'est ce que je pensais. Mais il y a quand même des choses où je me dis, ok, je me trompe pas, mais je comprends maintenant ce qui s'est passé avant. Quand j'étais chez Illum, j'avais plein d'idées pour automatiser, pour accélérer le process. J'avais écrit des documentations et avec un superviseur, un des superviseurs sur le premier film, il était super content que je fasse ces docs parce que bah, il en avait besoin, il n'avait pas le temps de le faire, qui m'a remercié. Et sur avec un autre superviseur, ça a été l'inverse, ça a été très mal reçu. Et ça a créé une très grosse tension, surtout qu'il y avait de gros enjeux. J'expliquais comment, bah, en fait, ok, je travaille sur 40 heures, finalement, le travail de 40 heures, je le fais en 27 ou 28 heures de mémoire. Et j'expliquais de A à Z en fait mes process avec les lignes de code à certains endroits. Enfin, ouais. C'était pas automatisé, mais c'était des process de travail. Voilà. J'implémentais en fait dans mon processus artistique de création. C'était sur la gestion du facial, entre autres. Voilà, comment je faisais pour récupérer des données d'autres. Voilà. Et par contre, voilà, ça n'a pas plu. Je me suis retrouvé derrière. Quand je dis au placard, c'est que j'avais été un bon senior déjà à l'époque. On me donnait plus que des tertiaires à faire et de la foule, quoi. Donc c'était pas très enrichissant. Bon, l'avantage c'est que j'avais 6 jours pour le faire, je le faisais en 3. Donc la prod m'aimait bien. et voilà, donc ça m'a libéré du temps pour le coup à me former, à faire des choses, des conférences, pour monter ma boîte en fait. Mais donc oui, ça m'a fait changer. Toujours le principe de c'est bien beau de râler, mais si tu râles mais que tu fais rien pour changer, bah non, dans ce cas arrête de râler, ça veut dire que tu t'en contentes. Donc moi c'est pas ça. Moi quand je râle, c'est ça, c'est donner, je vais m'en occuper. Te tourner vers l'action pour en fait trouver une solution et pas juste râler pour en réalité, je sais pas, miner le moral de tout le monde et pas être proactif, quoi. Moi, ouais, quand je dis râler, on va croire que tout le monde doit penser que je râle tout le temps, c'est pas vrai. C'est pas vrai du tout. Non, mais être critique et voir les défauts et si tu les vois, bah, tu as envie de les convertir et de switcher, en fait. Oui, bah, je suis pas du genre à mettre les problèmes sous le tapis. Je préfère en parler, crever l'abcès, quitte à ça fait pas plaisir, ça fait mal. Et sur le moment, même quand on le fait avec moi, je vais être du genre, non, attends, je suis pas d'accord. Après, je réfléchis et je reviens. Je dis, bon, ok, t'as peut-être raison sur ça, sur ça.
Donc j'y vais, quoi. Et comme ça, au moins, on peut pas me dire, mais attends, tu te plains, mais tu fais rien. Ah non, c'est pas mon genre. Et, euh, et Carlab, c'est ça, hein. Carlab, à la base, c'est un peu ce qui, ça m'allait pas et je voulais faire autrement. Et puis j'en ai parlé avec Ali, qui avait aussi des idées alors moins tranchées et un peu bourrin que moi, on va dire, mais qu'on est notre tempérament très différent, mais qui avait aussi des envies différentes. Et puis c'est comme ça qu'on s'est dit, bah viens, on fait quelque chose ensemble. Et qu'on a commencé à brainstormer le soir dans les cuisines d'Illumination sur ce qu'on pourrait faire. Et on a monté Carlab. Qu'est-ce que Donc, tu voulais de différent? Parce que tu dis: «J'ai des idées très tranchées». Qu'est-ce qui, pour toi, devait pas être dans l'ADN de Carlab et que tu voulais absolument changer parce que cette fois-ci, tu étais à la barre et c'est toi qui allais mettre, et construire, ton bateau? Tu partais pas d'un paquebot où tu avais pas la main. Là, tu avais carte blanche avec Ali pour, le penser comme toi, ton idéal par rapport à, une industrie ou en fait des expériences qui t'avaient déplu et bah, bah, moi, premièrement, déjà, ce que je voulais ce que je voulais, c'était montrer, enfin, ce que je pensais en termes de management idéal, en fait. Donc, quelque chose d'assez bienveillant. Ça veut pas dire tout pardonner, hein, mais je veux dire d'être bienveillant et surtout, euh, je peux suivre n'importe qui à la guerre, entre guillemets, hein. On a des grosses guillemets, on est d'accord. Je peux aller au combat avec n'importe qui, mais il faut que j'ai confiance. Et souvent, ça passe par l'exemple. Je me suis retrouvé encore une fois à faire des trucs à faire deux boulots en même temps parce que juste pour filer un coup de main à quelqu'un parce qu'il avait fait ses preuves auprès de moi et que il avait toute ma confiance, il avait montré l'exemple et je le suis en fait. Et donc pour moi, c'est ça aussi un bon leader, t'impulses le mouvement et t'y vas et tu entraînes les gens avec toi. Mais si tu donnes pas l'exemple, bah ouais, c'est compliqué. Et donc pour moi, c'était ça. Ok, je montre du dynamisme. Je montre que tout ce qui est tâches rébarbatives et répétitives, on essaie de les automatiser pour réduire, voilà, pour laisser plus de place à la créativité et au côté plus fun du boulot en fait. Ce qui est compliqué dans certains départements, mais par exemple sur tout ce qui est facial, qui est une partie hybride entre la technicité du rig pur et l'artistique du côté modeling et tout, c'est un peu entre les deux. C'est pour ça que c'est un peu des nouveaux départements qui se créent. Bah c'était voilà, tout ce qui est un peu ce qu'on peut automatiser, ce qu'on peut faire accélérer, allons-y. Voilà, donc voilà. Oui, c'était de défendre ma team, défendre les gens, expliquer et surtout beaucoup de transparence. Beaucoup de transparence. Quand ça va bien, ça va bien. Quand ça va mal, faut le dire aussi, tout simplement. tout doit Euh, être dit ou pas? Est-ce qu'il est bon de euh, tout dire? En tant que superviseur, tu veux dire Ouais. euh, alors, naturellement, je vais te dire oui. Comme ça, j'arrive à dire oui. Après, je me dis, bon, faut peut-être mettre des nuances parce qu'il faut pas, faut quand même protéger aussi un peu son équipe, tu vois. Mais je pense que c'est bien d'expliquer. Bon, vous voyez là, les gars, voilà là, il s'est passé ça. Pourquoi? Parce qu'ici, il y a eu ça, 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 et forcément, ils n'ont peut-être pas eu tous les tenants et aboutissants au-dessus. C'est-à-dire que quand tu es un superviseur, en supervision, tu es en relation avec d'autres superviseurs, avec des dires de prod, avec au-dessus. Le graphiste n'est pas forcément au courant de tout ce qui s'est passé. Ça ne veut pas dire non plus qu'il faut tout raconter dans le détail, mais, mais ouais, nous en tout cas à Carlab, on est super transparent hein, sur la bonne santé de la boîte ou la mauvaise santé par moment, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui est signé, qu'est-ce qui est vraiment signé. Parce que ça, le nombre de fois où je l'ai vu dans des sociétés, les gars, c'est bon, on a ça, c'est dans les bacs, et en fait, pas du tout. 6 mois plus tard, on n'entend plus parler parce qu'en fait, c'était pas du tout signé. Ça, on fait pas. Ça, on ne vend pas quelque chose qui n'existe pas. Je dis, là, c'est en cours de négociation. Ça, c'est sûr. Ça, je pense que c'est bien parti. Ça, bon, si ça tombe, tant mieux. Mais c'est pas sûr, etc. Et parce que comme ça, au moins, les gens ont plus de clés pour prendre des décisions. Tu viens chez Carlab, tu restes chez Carlab parce que bah voilà, parce que tu as les tenants aboutissants. Je vais pas te vendre 3 ans de boulot
si j'ai signé que réellement 6 mois. Par contre, je suis en négociation sur 5, 6, 7 projets qui potentiellement vont me donner 3 ans de boulot. Par contre, je vais te dire, sur les 5, 6, 7, bon, il y en a peut-être 2. Franchement, je pense qu'on est à ça de les signer. Si on va dire qu'il y en a 3, 1 sur 3 qui signent, c'est une bonne probabilité, ça peut vraiment y aller. Bon, là, je peux parler un peu en mode même gestionnaire de boîte par rapport à ces équipes, mais en tant que supervision, c'est pareil. C'est quand il y a je sais pas, quand il y a un problème avec un autre département et que tout d'un coup, il y a des relations qui se changent totalement ou des process tout d'un coup qui sont mis en place, que souvent quand il y a des problèmes, surtout une grosse structure très top to bottom, on rajoute des process. C'est comme ça que je me suis retrouvé chez Illum à avoir un superviseur RIC qui ne voulait plus parler au superviseur modeling limite, et que nous, graphistes en dessous, on ne pouvait plus voir directement les gens sans envoyer une note qui passe par la prod, validation, machin chouette, etc. Enfin, c'est devenu, alors qu'ils étaient dans la pièce d'à côté. Hein. Ouais, donc on arrive à des aberrations et c'est des fois la limite de certains process. Mais dès que tu fais partie d'un paquebot, il faut que tu donnes des règles parce que sinon, ça rentre plus dans les cases et que ça peut pas être gérable à très, très grande échelle. Mais il y a des paradoxes, quoi. Ouais, enfin, il y avait des choses comme ça. Donc, l'idée, c'était la transparence le plus possible, hein, parce qu'il y a des choses un peu sensibles, faut pas non plus y aller, mais le plus possible. Il faut essayer de protéger quand même son équipe. Donc, il faut trouver le bon curseur. Mais par contre, oui, moi, j'ai eu des... Aujourd'hui, je comprends ce qui s'est passé en off, parce que j'imagine très bien les discussions qu'il y a pu y avoir, les tensions qu'il y a pu y avoir. J'étais pas dans ces réunions-là à l'époque, quand j'étais graphiste, qui ont fait qu'il y a eu un mal ramené soit sur moi, soit dans l'équipe, qui a créé de la tension et on comprenait pas. Voilà. Et ça, c'est le pire, je crois. C'est à un moment donné d'avoir un problème et tu comprends pas ce qui se passe. Je pense que c'est comme dans un couple, tu vois, tout d'un coup, il y a 10 dynamiques qui changent, il y a un problème, mais personne ne se dit on y va, parce qu'il a peur en fait de poser la question et que de dire bah non, je t'ai trompé, tu vois, par exemple, c'est une bêtise. Et on fait quoi? On fait comme si ça n'est jamais arrivé? Bah non, c'est pire en fait, parce qu'à un moment donné, ça ressort x 10 plus loin. Ouais. Donc ça, on le fait pas trop. C'est pas trop les. Enfin, en tout cas, c'est ça que j'avais en tête, en tout cas, de manager, faire les choses différemment. C'est pas évident. Et vraiment, je comprends beaucoup plus ce qui a pu se passer dans ma carrière, entre autres chez Illum, avec certaines personnes. Surtout quand il y a des gros enjeux, des grosses structures, avec des gros enjeux, des pipelines très très lourds, très compliqués, où la moindre décision n'impacte pas que ton petit département, mais 10 départements, ça représente tout de suite 100, 200 personnes. Enfin, c'est pas évident. Je comprends. Et je comprends voilà. Par contre, bon, aujourd'hui en tout cas, je ne réagirais pas de la même manière si j'étais à la place de la personne à l'époque. Enfin bref, non, c'est de l'expérience, c'est toujours pareil, l'expérience. Et pareil en termes de gestion de boîte. Il y a des choses, tu te dis, avant, je disais, mais attends, voilà, c'est pas possible, quoi. Les patrons, tous les cons, pas bien, les salauds. Ils se font de l'argent sur nous en prenant des vacances. Non, pas du tout. En fait. Non, c'est déjà, j'ai envie de faire une énorme déclaration d'amour à tous les patrons et tout, parce que pour la plupart, hein, j'imagine en tout cas, et surtout dans la 3D, je sais ce que vous vivez, et c'est pas toujours évident. Donc voilà. Et ouais, non, ouais, je me suis retrouvé. Alors c'est officieux, hein, je sais que je suis blacklisté chez Illumination entre autres, parce que derrière je suis parti en montant Carlab, j'ai travaillé chez Micros, je suis parti chez Micros Illumination, c'est un peu compliqué, il y a du passif, mais je le connaissais pas à l'époque, je savais pas ce qui s'était passé sur le premier Astérix. Et en plus, j'ai allez, je rentre dans l'anecdote vraiment un peu, genre c'est pas le monde des bisounours, mais c'est pas grave. En fait, quand je suis parti donc j'avais déjà monté Carlab, chez Micros, on était en contact avec eux et qui nous dit, hey, bah maintenant que t'es plus chez Illum, mais quand tu veux pas superviser le film Sherlock, Sherlock Holmes en modeling perso et en modeling facial, et je dis, on parle de GA 80 millions de dollars, 140 persos à sortir. Je me dis, ouais, super, je vais enfin pouvoir mettre en pratique toutes les idées que j'avais, tout ce que je voulais sur la management, sur les outils, sur la manière de fabriquer, le workflow et tout. Ouais, je vais pouvoir monter mon équipe, je vais pouvoir faire attention, entre autres, qu'il y ait bien une équité entre chacun.
j'entends équité, c'est que tu sois pas en train de te dire, mais attends, lui, pourquoi il gagne plus que moi alors que j'ai plus d'expérience et que je bosse mieux que lui, quoi. Non, il y a en fait, moi, à partir de là, c'est une des choses que j'ai prises, c'est que j'ai fait attention au salaire de chacun, qui soit cohérent, que si chaque personne se pose la question, vienne me voir, mais attends, je comprends pas pourquoi l'intel il gagne plus que moi. Pourtant, on a commencé en même temps. Bah non, en fait, il a 1 an de plus d'expérience que toi, donc c'est normal qu'il y ait une petite différence. Il a tel skills en plus. Tu fais du rig, mais lui fait du rig plus du dev, par exemple, et ça s'entend, etc. Bon, bref. Et, euh, et donc, je pars chez Micros. J'essaye de partir du mieux que possible, même si j'étais déjà chez Illumination via Carlab. Toujours à faire des tertiaires, hein, d'ailleurs, au passage. Euh, et, euh, et j'ai les gars dans la team qui savent que je vais superviser un film et qui me disent, bah alors, tu vas bosser sur quoi? Et je leur dis, les gars, je viens de signer une NDA. Je vais pas, pour faire de supervision, je vais pas tout de suite, au bout de 5 minutes, sortir de la NDA. Donc, franchement, vous voulez savoir ce qui se passe, prenez rendez-vous. C'était avec Cécile à l'époque, côté RH, et vous passez, et puis voilà. Dans la réalité, je savais exactement que de toute façon, on pourrait en prendre aucun parce que je connaissais plus ou moins les salaires de tout le monde et je savais que de base, ils avaient demandé encore plus. Et bref, donc ça n'a pas loupé, hein, bien sûr. On a pris personne de chez eux, hein, de là-bas. Par contre, on a 2, 3 qui sont venus, qu'on a reçus. Et a priori, dans ce qu'on m'a raconté, c'est repassé. Il y en a un, entre autres, qui est reparti en disant qu'on lui avait proposé un salaire, un super salaire, qu'il fallait s'aligner sinon il partait sur un super projet et tout. Alors que pas du tout, hein. On n'a jamais fait de proposition, ils étaient tous trop chers de toute façon. Et puis je voulais une cohérence en fait par rapport à dans mon équipe, justement pas avoir cette question de celui qui se vend mieux que l'autre. Voilà, il fallait que ce soit plus factuel. T'as tant d'expérience, t'as tant de skills, ok. Et après il y a une petite marge, mais il faut pas, voilà. Et par exemple quand on a monté les équipes chez Micros avec Angélique Corly, que je salue, euh, on a fait super attention. Il y a même des gens qui s'étaient sous-vendus, qui sont toujours avec moi d'ailleurs encore aujourd'hui, que j'ai sous-vendu, que j'ai augmenté, enfin que j'ai demandé à prendre, mais à un salaire plus élevé à l'entrée, parce que c'était pas cohérent en fait. Ils étaient très mal vendus par rapport à d'autres, c'était pas cohérent. Bref, en tout cas, l'histoire a fait que ça a commencé à faire du bruit, c'est remonté au niveau de la chaîne de prod, remonté jusqu'à Jacques Bled, big boss d'Illumination. Et un jour, je reçois un coup de fil de Jacques, que je connaissais un tout petit peu, mais j'ai commencé à fréquenter, entre guillemets, à échanger. À partir du moment où on a dit avec Ali qu'on allait monter Carlab et que voilà, on discutait avec lui. Et en gros, je me suis fait éclater au téléphone, littéralement. C'est pas bien ce que tu fais, machin. Et j'avais beau dire, mais attends, c'est pas du tout ce qui se passe. C'est pas ce que tu crois. Quoi, arrête. Et puis en plus, bon, j'étais un pipiou, quoi, encore il y a 7 ans, 8 ans. Me retrouver à discuter, à me faire incendier par le big boss de la 3D en France. C'était pas très bien après. Et voilà. Et après, depuis, on a échangé. Et puis surtout, depuis, je me dis, ok, je comprends pourquoi il m'a incendié. Et je comprends pourquoi. Qu'est-ce qui s'est passé en fait? C'est que bah, il a les remontées, j'imagine, les remontées de personnes de confiance en plus, qui lui disent, bah alors, Laurent, il est en train de se barrer, machin. Enfin bref, il essaie c'est pas bien et tout. Euh, et puis, peut-être mettre de l'émotion. Et moi, je suis comme ça, j'ai du mal souvent à rester dans le strictement business pro, entre guillemets. J'y mets de l'émotion, c'est mon carburant aussi. Donc parfois trop peut-être. Là où c'est bien d'être avec Ali et associé parce que il a un tempérament très 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 différent pour ceux qui nous connaissent et ce qui fait que ça fait une bonne moyenne en fait. Ouais, ça balance. Et c'est marrant, souvent je fais notre comptable à l'époque nous avait dit quand on avait signé, il nous a dit attention, c'est comme un mariage, hein. Voilà et tout. En plus nous on est vraiment à 50-50 donc c'est vraiment comme un mariage. Et c'est clairement ça en fait. Et je pense que c'est pas forcément souvent les opposés s'attirent entre guillemets, oui et non, mais autour de moi, même dans la vie de tous les jours, je me rends compte que les mariages qui durent bien, et même avec des personnalités très très atypiques, bah souvent c'est contrebalancé par une autre personnalité. Et souvent, et ce que je dis, c'est 2 personnes qui ont peut-être une vision différente à la base, mais qui trouvent une vision commune en fait.
et qui, avec cette vision commune, bah, on construit quelque chose, mais au moins on est d'accord vers où on veut aller. Et donc en Carlab, c'est ça, par exemple. C'est ça. Mais bref, donc voilà une petite anecdote qui s'est passée chez Illumination. Et aujourd'hui, non, mais enfin, j'ai fait des trucs, c'est pareil. J'étais tellement piqué au vif après l'appel de Jacques que j'ai envoyé un mail de 4 pages en disant ouais, mais attends, moi il s'est passé ça, 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 etc. Enfin bref, quand j'y repense aujourd'hui, je me dis, waouh. Et c'est là où il est, par exemple, il a eu la très bonne intelligence. On a discuté plus tard, hein, un an ou deux après. Je trouve, il n'a pas répondu. Et ouais, il a pas refait une surenchère par rapport à ton Ouais, mail ouais, qui était. clairement, là c'est très pro pour le coup, tu vois. J'ai rien à dire, hein. C'est très pro parce que moi, à sa place, à l'époque, c'était fini. Non, 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 bah, c'est quelqu'un qui a beaucoup de métiers, hein, de toute façon, hein. Et aujourd'hui, quand je vois la complexité de gérer une boîte avec 20 personnes, on est à peu près 20 personnes maintenant, j'ose imaginer en gérer 900. Et j'ai pu discuter aussi avec Olivier Pinol de Dwarf. On a passé beaucoup de temps ensemble, discuter et en échange, hein. Quelqu'un que j'aime beaucoup aussi, avec une forte personnalité. J'aime beaucoup. Ouais, c'est pareil, 300 personnes peut-être au plus haut, Dwarf. Waouh, waouh. Je fais oui, comme waouh, vraiment waouh. Et, euh, et pourtant, ça m'excite un peu tout. Je me dire, ok, j'ai envie de voir ce que c'est. Moi aussi, j'ai envie de voir ce que c'est. C'est quoi gérer 80, 100 personnes? C'est quoi gérer 200, 300 personnes? Donnez-moi 2000 que je vois un peu ce que ça donne. Est-ce que je vais y arriver ou pas? Ouais, puis après, je continue d'avancer et je vois ce que ça donne. Mais ouais, c'est un peu ça. Mais je comprends, tu vois, le superviseur où il m'a mis un peu au placard, je comprends qu'il ait la dent contre moi à l'époque. Je comprends que Jacques, il soit monté au créneau parce que je l'ai mal sorti, même si à l'époque je pensais l'avoir bien fait, à été voir chacun, avoir pris mon temps et tout. J'ai pas eu l'occasion d'échanger avant de partir avec Jacques, c'est quelqu'un de très occupé. Et en fait, il était mis devant le fait accompli. Et aujourd'hui, enfin, dans la vie de Carlab, je suis passé par tous ces moments, mais de l'autre côté. Tous ces moments de supervision où tu te bats pour un graphiste qui arrive, qui veut rester dans ton équipe, parce qu'à la base il devait aller en décor et que finalement je le prends dans ma team et qu'il aimerait rester, donc je vais pour me battre pour le garder, et que finalement un an après il essaye de débaucher les gars qui sont chez moi dans mon dos alors que je l'ai au téléphone la veille, ce genre de choses. Ouais. Il y a des choses étranges qui se passent, mais je comprends. Je comprends. Si tu prends du recul et que tu dois, je sais pas, donner des conseils à des gens pour s'intégrer au mieux dans des équipes et être le meilleur artiste graphiste auprès d'un superviseur et auprès du reste de sa team, ce serait quoi? L'humain. Déjà vraiment l'humain. Déjà, Donc on ne parle. pas avoir le melon, être humble, qu'est-ce que tu mettrais? Ouais, c'est ça. Déjà parce qu'il y a toujours plus fort que soi. Il y a toujours, ouais, même aujourd'hui, hein, il y a plus fort que moi, hein, c'est sûr, dans quasiment tous les domaines, hein. Hein. Ça existe. Il y a forcément quelqu'un plus fort que toi sur cette terre. Donc avoir le melon, voilà. C'est d'être ouvert, c'est bien parler aux gens. Voilà, on peut ne pas être d'accord avec quelqu'un, mais il faut bien parler. Faut pas, ouais, faut pas aller au clash, quoi. Parce que c'est encore une fois, après, c'est compliqué de revenir en arrière. C'est compliqué de revenir en arrière quand les choses sont dites sous un certain ton. Ça peut faire de la défiance, voilà. C'est la parole est d'or. Ah, ça c'est un de mes mantras. C'est la parole est d'or. C'est-à-dire quand je dis quelque chose, je dis quelque chose, je le fais. Alors attention, je dis pas quand, mais je le fais. Un jour ou l'autre, ça sera fait. Par contre, quand je m'engage en plus sur une deadline, corps et âme, je fais en sorte pour la tenir. C'est comme ça que je me suis fait encore une nuit blanche il y a 2 jours. Parce que j'ai dit, je me suis dit, je me suis encore tiré une balle dans le pied. Je me dis, mon client me demande, ouais, j'ai besoin d'une TA sur ça. Quand est-ce? Je dis, bah, tu l'auras demain.
Et en fait, dans ma journée, comme j'ai plein de choses à gérer, bah, j'ai pas pu gérer comme je voulais. Et pour compenser, bah, j'ai fini la nuit et j'ai fait pour. Lui, il l'a pas vu, mais voilà, j'ai dit que je le faisais, donc je le fais. Et avec mes équipes, c'était pareil. Euh, et, et ça, on ne transige pas. Vraiment, je ne transige pas. Quand on dit quelque chose, on le fait. On le fait. C'est important, et même pour le client. Et puis pour le superviseur, il faut que les gens puissent compter sur les autres. Encore une fois, quand tu es en superviseur ou tu es chef d'entreprise et tout, tu as besoin de pouvoir compter sur les gens. Tu as besoin de compter sur eux. Alors, niveau technique et artistique, c'est bien, mais humainement aussi. Mmh. Tu puisses Euh, avoir confiance et donc bah, ça, cette confiance, elle peut se dégrader dès que la personne est plus fiable, qu'elle tient pas ses deadlines, ouais, ouais. Tu peux affronter toutes les montagnes. Tu peux affronter toutes les montagnes. Sans langue de bois, autre exemple. Micro, c'est un peu ce qui s'est passé. J'ai fait 2 gros films chez eux. J'ai fait Sherlock, j'ai fait Astérix. Sur Sherlock, on a tout mis en place, l'équipe se construisait, le pipeline aussi, on reprenait tout de zéro, c'était super tendu là-dessus, avec des rares moments de doute, enfin bref, c'était compliqué. Par contre, il y a eu un super recrutement, une super équipe. Pour la plupart, ils n'y sont plus d'ailleurs. Mais résultat, on a réussi à sortir le film. On a sorti 140, à mon niveau, on a sorti 140 persos en 10 mois au lieu de 12. Alors que la plupart de mon équipe n'avait jamais fait de facial, par exemple. Ils faisaient que du modeling. On a fait le modeling, mais j'ai formé les gens. Voilà. Ce qui, d'ailleurs, au passage, quand on me disait chez Illum, le facial, c'est que pour les seniors, bah non, ça, j'ai jamais compris. Peut-être que ça a changé maintenant depuis, mais non, il n'y a pas de raison. La preuve, j'ai réussi à le faire. Ça, pour le coup, ça, j'ai réussi. Et ça, pour le coup, je maintiens que c'était le truc à faire avant. Mais et donc cette prod, Sherlock, très compliqué, voilà, techniquement et tout, mais et qui a fait un film qui a moyennement marché, on va dire, et tout, enfin au niveau box-office. Et par contre, humainement, enfin un super souvenir je garde un bon souvenir, même s'il y a eu des moments durs, je garde un bon souvenir. Les gens se parlaient bien, il n'y avait pas de problème. Et j'arrive sur Astérix, un peu en ouais, monde conquis, entre guillemets. Je travaille quasi avec une bonne partie des équipes autour de moi, les autres départements, voilà, et tout. Mais il y a quand même certains départements, ça change, et puis au-dessus, ça change aussi, c'est pas les mêmes. Et là, c'est pas du tout la même dynamique. Et en fait, c'est vraiment on s'est retrouvé c'était vraiment je suis ultra fier d'Astérix, ultra fier, le résultat est fantastique. C'est un de mes plus beaux projets. Je suis ultra fier de toute la team que j'avais et tout. Par contre, ça a été un moment compliqué. Ça a été dur. Ça a été dur. Pour moi, pour ma team, mais pas que. Voilà. Et donc, c'est marrant, on a deux typologies de projets qui s'enchaînent avec avec des petites variantes. Mais par contre, on est sur un premier projet où il y avait 140 persos avec des persos très très différents et l'autre 110, 120 avec des persos qui se ressemblent beaucoup. Donc, c'était pas vraiment des enjeux techniques. Je garde un super bon souvenir du premier. On avait une équipe, on pouvait compter sur eux, on travaillait tous ensemble, vraiment, pas essayer à se protéger dans les réunions. Et sur le deuxième, bah là, c'était pas ça. Je me souviens de réunions en CGSup autour de la table, tout le monde installé. Et il y avait plein de problématiques. C'est normal, en fait. Il n'y a pas de mal à le dire, il n'y a pas de problème. Et tout le monde dit que tout le monde va bien. Bah, ouais, je suis désolé, les gars, pas moi, en fait. Et en fait, bah ouais, en fait, à un moment donné, je suis passé pour le râleur de service. Voilà, c'est vrai, hein, je pense. Hein. Et que, en gros, c'est pas sympa, c'est pas cool de bosser avec Laurent, peut-être. Donc, oui, je suis aussi blacklisté officieusement chez Micros, même si je m'entends toujours très bien avec beaucoup d'entre eux et que quand je croise dans les salons, ça me fait grand plaisir de les voir. Et ils ont des super projets, hein, j'aimerais pouvoir travailler avec eux, mais je sais que ça va être compliqué à titre personnel. Même si en fait, quand on vient voir Carlab, on ne travaille pas forcément en direct avec moi. Hein. J'ai toute ma team et voilà, et même en plus et Ali qui est très présent. Donc mais voilà, oui, quand j'y repense, en fait, ouais, j'ai blacklisté les 2 plus gros studios. Et tout va bien. Bien joué, t'as le grand chelem, strike. Ouais, je suis pas mal. Ouais, je suis pas. Et pourtant, c'est vraiment, encore une fois, ça revient toujours pareil, c'est une histoire d'humain. Hein.
je fais une histoire d'humain, à tel moment, il y a un truc qui passe pas entre deux, trois personnes, alors qu'avec le même cadre, avec d'autres personnes, c'est passé nickel. Parfois avec des problèmes, des montagnes plus difficiles à franchir. C'est très, très. On parle pas assez de l'humain, je trouve, dans les écoles, pour le coup, par exemple. J'ai l'impression, hein, le management aussi, on en parle. On se retrouve, les gens se retrouvent à superviser des équipes parce qu'ils ont de l'ancienneté. Ouais. Souvent, c'est ça. Ça fait 15 ans que tu es là, bah attends, maintenant on va te filer un poste de supervision, hein. Donc bah, tu testes. Mais voilà. Et ce qui fait que même à l'inverse, c'est difficile de justifier quand tu as plus de 10 ans, 12 ans ou 15 ans que tu ne veuilles pas te faire de la supervision. Tu as une sorte de plateau de verre, de plafond de verre, pardon, en plus au niveau des salaires, qui est à partir on va dire de 180, 190 euros jour. C'est difficile d'aller au-dessus en simple graphiste, j'entends. Ensuite, il faut que tu prennes des responsabilités. Mais c'est pas le même job, et c'est pas. Et souvent, sans avoir de notion de management. Tu es un graphiste qui tout d'un coup doit gérer des graphistes. Justement, quand tu es graphiste et que tu veux être un peu plus que graphiste, ou soit avoir ces notions de management, soit monter une boîte, soit, j'en sais rien, avoir d'autres compétences comme le code, parce que tu en as qui passent aussi de l'autre côté de la barrière. Comment tu apprends ces compétences-là quand tu es sorti de l'école et que je sais pas, ça fait déjà 10 ans que tu es dans un milieu, mais tu dois un peu t'upgrader, soit sur toi, soit en termes de compétences. Toi, aujourd'hui, comment tu arrives à un peu t'enrichir et à apprendre des choses qui peuvent être très larges et toucher à des domaines très différents? Parce que tu n'as pas fait d'école de commerce, tu as fait une école, tu vois, de graphisme et pour autant aujourd'hui tu as une boîte. Le management, pareil, comme tu l'as dit, on ne l'apprend pas à l'école. Comment dans ces cas-là tu les intègres, ces nouvelles compétences? Alors, déjà, c'est intéressant, même avant de se lancer. C'est-à-dire que je n'ai pas monté du jour au lendemain, c'est bon, je monte Carlab et j'y vais. C'est-à-dire que ça fait déjà plusieurs mois où, en gros, j'étais un peu au placard, j'avais du temps libre. Enfin, du temps libre. Encore une fois, hein, je faisais le boulot de 6 jours en 3, donc forcément, au niveau de je terminais toujours en avance, donc j'avais le temps d'y aller en mode et pouvoir faire d'autres choses, m'imprégner d'autres choses à côté. J'ai beaucoup lu aussi, en plus, beaucoup de développement personnel. Beaucoup de livres, de biographies de personnes qui ont monté des grosses, des trucs, des boîtes très très connues, pour s'inspirer, savoir aussi qu'il y a des hauts, des bas. Donc c'est déjà en amont, c'est se documenter, c'est lire beaucoup de choses. Il y a tellement de conférences maintenant, de choses disponibles sur Internet que bon, tu vas sur YouTube, tu commences à en prendre une, il y en a 50. C'est ça en fait, c'est apprendre. C'est s'enrichir. Une conf qui t'a marqué? Ou vraiment tu t'es pris un uppercut en regardant la conf et tu as eu vraiment un déclic? Parce que des fois, tu sais, ça tient à une phrase où tout d'un coup, ça a une évidence et ça t'éclaire et tu te dis: «Ah mais oui, en fait, je l'avais jamais vu comme ça». Le plus gros déclic que j'ai eu, où je me suis dit, tiens, mais en fait, on peut vivre différemment. C'était pas une conf, c'était un livre. C'était à peu près à ce moment-là. Après, à l'époque où je faisais du sport avec un copain qui avait sa boîte. C'est un des cofondateurs maintenant, fondateur, non, c'est le fondateur, d'ailleurs, je dis une bêtise, de la marque Kabaya, qui est maintenant très connue. Mais à l'époque, il avait une autre société. Et donc, on échangeait un petit peu là-dessus. Et c'est là où tout d'un coup, me dit, tiens, peut-être que monter une boîte, voilà. Et donc, et puis je cherchais à investir aussi peut-être dans l'immobilier à ce moment-là. Et genre, je me souvenais que j'avais trouvé quelque chose sur un site internet, un blog, et sur de l'immobilier. Et j'ai retrouvé dans mes liens, c'est un blog qui s'appelle Des livres pour changer de vie, ou quelque chose pas très loin. L'auteur, Ouais, c'est ça, ouais. c'est Olivier Roland, et qui a écrit aussi son livre depuis. Et en fait, j'ai retrouvé le livre, et en fait, tout d'un coup, j'ai fait, mais en fait, il est pas mal ce blog, regardons un peu tout ce qui se passe. Voilà, il y a des dizaines de livres chroniqués, et dont plusieurs, qui sont partis du top 10, on va dire. Et le premier livre que j'ai lu comme ça, qui m'a interpellé, c'est un livre de Tim Ferriss, qui s'appelle La semaine de 4 heures. Et bravo pour le titre, encore une fois, Monsieur Ferriss, fantastique.
J'y suis allé par curiosité. Donc c'est ça aussi, hein, c'est beaucoup de curiosité en fait au final. C'est tiens, ça m'intéresse, allons voir, je teste. Voilà, c'est beaucoup de tests. Curiosité, je teste. Si ça me plaît, je garde ou je change ou je fais autre chose. Et donc j'ai lu et en fait je me suis rendu compte qu'il y avait, alors c'est pas forcément transposable et tout, mais ça m'a ouvert la voie sur un autre monde totalement, qu'il y avait d'autres choses possibles que le classique métro boulot dodo qu'on nous vend beaucoup, qu'on nous a beaucoup vendu. Et voilà. Par contre, et avec des idées, hein, d'autres idées. Et c'est comme ça que je suis revenu après à négocier un 4/5e chez Lume, alors que tout le monde me disait que c'était impossible de faire ça chez eux. Et que, bah oui, mais bon, en même temps, comme je bossais très vite, j'étais content de me garder même comme ça, et j'étais toujours dans les délais, donc voilà. Et donc ça me laissait encore plus de temps pour pouvoir aller encore plus loin, pour pouvoir aller chercher le truc, et pour commencer à monter une société, rencontrer des gens dans les comptas. Donc c'est vraiment ce livre-là. Le deuxième livre, c'est Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki, ce qui est plus aussi sur la gestion, finance, enfin pas que, mais il raconte une histoire en plus, elle est super intéressante. Et puis après, je sais pas, des biographies ou même des interviews. Dans la conférence que je tiens, je compare, j'aime bien comparer Kev Adams avec Arnold Schwarzenegger. Pourquoi? Et ça, c'est surtout à destination plus des étudiants, c'est que les deux, en fait, à 12-13 ans, ils savaient déjà ce qu'ils allaient faire dans leur vie, en fait. Ils avaient déjà leur goal, leur but. En fait, à 12-13 ans, quand tu sais déjà ce que tu veux faire, et quand tu ne fais que aller dans cette direction-là, bah, quand tu as 10 ans d'expérience, entre guillemets, sur ton chemin de développement, bah, à 23 ans, tu es au top. Faut bien, on parle quand même voilà, de quelqu'un, enfin, quand tu regardes les interviews de Kev Adams, de 3 en tout cas, je me souviens qu'on aime ou qu'on n'aime pas le personnage ou tout ça, je ne l'ai jamais rencontré personnellement. N'empêche que ce que moi je trouve intéressant, c'est quand il était gamin, il regardait les vidéos de Gad Elmaleh et qu'il voulait faire comme lui. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a fini par faire un Bercy avec Gad Elmaleh. J'ai vu une autre interview, c'était comment s'appelle l'humoriste Franck Franck Dubosc. Dubosc, j'avais le bœuf en tête, mais c'est pas du tout Franck Dubosc, qui justement parlait de Kev Adams et qui disait qu'il l'avait croisé bien avant de travailler avec lui en tant que fan, qui disait un jour, monsieur, on va travailler ensemble, et que Franck disait oui, oui, bien sûr, derrière, ils travaillaient ensemble. Donc voilà, et je compare, et Schwarzenegger, c'est quand même quelqu'un qui vient de la campagne autrichienne et qui est venu gouverneur de Californie. Le chemin. Et ce que les gens ne savent pas forcément, c'est ça que j'ai intéressant, j'ai lu sa biographie. Pas forcément parce que je suis fan du personnage, du mec ou du gouverneur. Ce qui m'intéressait, c'était le parcours. Pardon. C'était le parcours. Comment quelqu'un qui part de la campagne autrichienne arrive voilà, aussi loin. Et en fait, ce qui est intéressant dans son parcours, c'est qu'en fait, il était déjà millionnaire avant d'être acteur. C'est-à-dire qu'au moment où on le connaît en tant que Conan le Barbare et tout, il était déjà millionnaire parce que il avait déjà fait, il était déjà reconnu dans le milieu du bodybuilding, il avait monté une boîte, et c'était un gros bosseur, gros bosseur. Il montait une boîte de BTP, il avait racheté des bâtiments, des appartements, en démarrant doucement, puis 2, puis 3, des bâtiments, enfin bref, etc. Et donc voilà, c'est des livres inspirationnels. Le livre aussi, j'ai plus d'ailleurs de livres, de souvenirs de livres que de conférences. Mais le livre de la biographie de William, oui, Philippe ou William Knight, j'ai un doute. Encore une fois, j'ai pas une super mémoire. Sur le fondateur de Nike. Philippe, ouais. Et où, bah, en fait, tu te rends compte que Nike, aujourd'hui, ok, rien à dire, mais n'empêche que 2 ou 3 fois, bah, il a failli déposer la clé. Hein. Et au tout début, ça a été très très dur par moment. Très dur parce qu'il avait une vision, il voulait y aller, il essayait mais voilà, mais très très compliqué. Et donc c'est pareil, tu vois, en fait, ce qui est intéressant, c'est je trouve au niveau des biographies, c'est de voir le parcours des gens, mais pour ça, il ne faut pas qu'il y ait de bullshit dedans. Ouais, que ce soit pas trop romancé pour juste avoir la belle histoire, parce que sinon ça a beaucoup moins d'intérêt et c'est juste tout lisse, quoi. C'est juste pour dire, regardez tous les succès que j'ai eus, c'est pas vrai, ça, c'est pas la vraie vie. Moi, ce que j'aime bien raconter, entre autres, aux étudiants, c'est dans ma carrière,
j'ai un des plus gros succès du cinéma d'animation. J'ai un des plus gros flops aussi. Et ça s'est joué à 2 ou 3 ans. Hein. Donc voilà, donc j'ai les Minions, ok, et puis d'autres chez Illumination, mais j'ai aussi Cendrillon au Far West, qui a fait un flop en salle, qui méritait pas du tout d'ailleurs. Hein. Mais bon, malheureusement, il s'est fait éclater en termes de distribution. Il est sorti le jour de Batman 3 et la veille, la semaine d'avant, il y avait Brave, je crois, de mémoire, de Pixar, et puis la semaine d'après, il y avait Madagascar 3. Donc autant dire que ça a fait boum le mur, mais très peu de com parce que très peu de moyens. Mais je garde un super souvenir d'ailleurs de cette prod, hein, quand je parlais d'aller au feu avec des gens en qui tu as confiance, c'est vraiment ça. Hein. Même encore aujourd'hui, quand on se fait parfois des soirées, des anciens de chez de la cave, donc parce qu'il y a les rôles et tout, il y a un truc qui s'est passé en fait sur cette prod. Il y a des liens qui sont comme ça entre des personnes et que jusqu'à la fin, on aura. Bref, je crois que j'ai dit. En conférence, revenons sur la conférence, j'ai du souvenir de quelques conférences de Simon Sinek. Ouais. Ouais, Start with Why, pour donner du sens, ouais. Ouais, ça m'est très intéressant et puis très très bon orateur, très bon orateur. Bon, il y en a certainement plein d'autres, mais en tout cas là comme ça, je pense à lui. Je pense. Et pour des graphistes qui voudraient prendre des rôles un peu de superviseurs et qui n'ont pas envie d'être des mauvais managers et qui ont envie de prendre soin de leur équipe, ce serait quoi des ressources que tu aurais à conseiller pour s'initier un peu au management ou un peu s'ouvrir à ce que ça peut inclure? Des ressources, alors là pour le coup, j'en ai pas. Moi, le problème c'est que tout ça, c'est du test and T'as eu la fail. masterclass avec ta femme RH. C'est pour ça. Non, j'ai pas eu la masterclass, mais c'est vrai que je suis quand même très sensibilisé sur le bien-être. Ma femme travaille dans la qualité de vie au travail, pour une société qui s'appelle I Know a Place, un petit coup de pub aussi. Donc j'ai toujours baigné dedans, et en plus on est dans des groupes de discussion. Carlab est dans des groupes de discussion avec d'autres acteurs du marché, où on revient, on échange sur des sujets de management, de production et tout. Donc et Pierrot Jacquet, qui est chez Netflix maintenant, qui est à l'initiative de ce mouvement, est très très baigné de toute cette culture, en plus de société, d'entreprise agile, du bien-être, et ouais, il y a beaucoup de choses qui ont changé. C'est plus finalement en discussion que beaucoup de test and fail, de curiosité, de test and fail, énormément, et de discussions avec d'autres personnes qui tout d'un coup te font voir une situation sous une nouvelle approche, et qui vont dire mais pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu l'as pas fait comme ça? Ah ouais, t'as raison, je pourrais essayer. J'essaye la prochaine fois. Et on revient en disant bah voilà, on a essayé ça. Et ça fonctionne bien. Par contre, chez nous, ça fonctionne pas bien comme ça. Et puis voilà. Et voilà. Et à Carlab, l'avantage d'avoir Carlab, d'être comme une petite structure par rapport à un mastodonte comme Forti, chez lui, Micros, encore une fois, c'est qu'on peut tester des choses très facilement. Donc on teste et on voit. On teste la semaine de 4 jours, on teste. Et si ça marche, c'est implémenté. Et ça va être le cas là, c'est implémenté. Plus ou moins, on l'a adapté un petit peu parce qu'il y avait quand même des besoins par rapport aux clients et tout, mais et tout le monde est content. Nous, on est content parce qu'encore une fois, en termes de management, on arrive à faire des choses. Les graphistes sont contents d'être là, et puis on propose d'autres choses par rapport à ce qui se fait sur le marché, de l'emploi, et on est content de travailler ensemble. Donc, en tout cas, on a des bons retours. Donc voilà. Donc après, des ressources au management. Mais déjà, là, de ce que je note, c'est plutôt échange de bonnes pratiques avec d'autres gens. Donc, pas hésiter à poser des questions et s'intéresser à comment les autres font pour le tester et voir si ça marche au sein de son équipe. Le mentoring, en fait. En fait, si tu veux savoir comment manager, par exemple, tu prends des cours à quelqu'un qui manage. Tu prends pas à quelqu'un qui n'a jamais managé, par exemple. Tu vois, donc en gros, où tu vas discuter avec quelqu'un qui a fait du management. T'es graphiste, tu peux déjà discuter avec ton superviseur, demander c'est quoi, vas-y, là je comprends pas, qu'est-ce qui s'est passé là, explique-moi et tout. Si tu es sur un superviseur
un peu open et peut-être il te racontera des petits secrets, des trucs, tu vas comprendre ok, la problématique et tout. Et puis sinon, ou d'autres personnes, rencontrer beaucoup de réseautage au final, hein. C'est encore une fois, c'est de l'humain, c'est discuter avec des personnes de problématiques sans tabou, sans langue de bois. Et il y en a beaucoup. Il n'y a pas que dans la politique, parce qu'il y a énormément de politique aussi surtout dans des gros studios. Plus il y a de monde en fait, plus il y a de monde, plus il y a de politique et plus il y a de non-dit et c'est dommage, je trouve. Mais par contre, typiquement aujourd'hui, comment tu fais pour ne pas avoir autant de politique quand tu as 300, 500, 600 personnes? Parce que, ok, en haut, imaginons, ok, j'ai 300 personnes en dessous de moi. Concrètement, je sais que en termes de management, c'est difficile d'avoir un impact direct au-delà de 10 personnes. J'ai pas la ressource exacte, mais c'est les différentes études que j'ai pu voir passer, que j'ai pu lire, entre autres, c'est à peu près ça, 10 personnes. Tu sais que j'ai appris qu'un groupe pouvait grossir jusqu'à 150 personnes, à peu près. Qu'après, a priori, l'humain n'est pas fait pour. Bon, après, vrai, voilà, en tout cas, c'est des choses que j'ai vues. Comment tu fais quand tu dois aller? Donc, tu dois avoir plusieurs groupes. Ouais, il y a des choses, c'est pas évident. En tout cas, comme ça, là, j'ai pas les clés. Et donc, en gros, ça m'intéresse. Je suis curieux. Donc, je lis des choses. Et puis, bah, je teste. Et je vais me planter. Et puis, je vais apprendre de mes échecs. Ça va marcher. Je continue. Ça marche pas. Je laisse. Olivier Roland dit beaucoup de choses là-dessus. Je sais plus comment il appelle ça les entrepreneurs intelligents, mais en gros, c'est ça. Tu testes, tu gardes ce qui marche et tu jettes le reste. Quand je lis un livre, par exemple, développement personnel, il y a 50 idées. J'essaie au moins de repartir avec 2-3 idées. 2-3 idées, je les teste et j'en garde une au final. Donc, oui, c'est un peu, voilà, un peu, je dirais, les conseils que. Ouais, je dirais un peu ça. Ouais. Et on va finir sur les conseils, mais quand tu es au contact d'un public comme des étudiants qui sont assez jeunes et qui n'ont pas d'expérience, s'il y a un conseil que tu essayes de leur donner, un peu comme un espèce de phare qu'ils devraient garder un peu en tête, ce serait quoi? Ou quel conseil, toi, t'aurais bien voulu qu'on te file quand tu étais étudiant? Un conseil que j'aurais bien voulu avoir quand j'étais étudiant. C'est un conseil. Alors, je l'ai résumé en. C'était le titre de ma conférence et qui est en train de devenir un livre d'ailleurs. Alors, je préfère le dire en anglais parce qu'en français, ça sonne moins bien, mais en anglais, j'appelle ça keep moving. Qu'on pourrait traduire par toujours avancer, continuer d'avancer, mais en fait, c'est pas vraiment continuer d'avancer. Reste actif. C'est continuer de bouger. Et concrètement, ouais, c'est-à-dire en gros, tu as la vision, tu sais où tu veux aller. En tout cas, au moment T, tu sais où tu veux y aller. Et tu avances et tu vas dévier peut-être. Et tu rebondis. Et voilà, et tout d'un coup, ton l'axe principal va se dévier, etc. Donc c'est pour ça, c'est pas forcément. Parfois, il faut revenir en arrière. C'est mieux de revenir en arrière en disant non, mais là, je me suis totalement loupé à tel endroit. Et c'est pareil dans la 3D quand tu fais un personnage et tout. Hein. Tu pars trop loin, tu n'arrives plus à le récupérer. Tu reviens en arrière. Tu utilises le chemin que tu as fait en plus comme expérience. Tu reviens en arrière et tu pars dans une autre direction. C'est pour ça que je dis plus continuer de bouger, mais je trouve ça moins vendeur qu'on continue d'avancer. Par contre, en anglais, ça a plus de gueule, je trouve. Keep moving, j'aime bien. Ouais. Keep moving, c'est continuer d'avancer, continuer d'être, d'y croire, même quand il y a des creux, que ce soit dans la vie perso ou dans la vie pro. Hein. C'est continuer d'investir, entre guillemets, tout le temps sur toi, continuer, quoi, tout le temps. Et ouais, il y a des moments où ça va pas aller, des moments où tu vas être au plus bas. Et quand tu continues d'investir, continues d'avancer et de croire, et quand tu es dans le plus bas, et ben généralement, quand ça repart, quand tu commences à ressurfer la vague, là, tu as une sorte d'effet ressort qui se fait. Et souvent, je donne en bourse, c'est ça. En bourse, si tu investis même dans les creux, bah, ton creux, quand il fois 10 derrière, ben, tu rattrapes non seulement toutes tes pertes, mais en plus, tu fais du bénéfice. Donc, voilà, mais c'est ça, hein, la vie, c'est des hauts, des bas. Une carrière dans la 3D, ce sont des hauts, des bas. Une gestion de boîte, ce sont des hauts, des bas. Sur 7 ans de Carlab, là, on arrive à bout de 7 ans, on a eu 2 gros bas. Enfin, un gros surtout.
euh, qui était lié au marché, voilà, le marché qui baisse globalement. Il n'y a pas que voilà, de gros bas. Mais par contre, en moyenne, on a continué d'avancer et on a designé, on sait où on veut aller. Voilà, on sait que ça va nous prendre beaucoup de temps, mais on a encore de la place. Aujourd'hui, ok, on a fait notre trou sur 3-4 départements, mais on en a 7-8 qu'on peut tanker faire nos preuves sur tout ça et tout, et sur plusieurs gros projets de front, pour pouvoir y à terme peut-être être sur nos propres projets, ou sur des projets sur lesquels on serait à l'initiative. Je parle pas, on n'a pas des velléités d'aller faire du lighting, ou c'est pas Carla fait du personnage, mais on peut être à l'initiative de projets pour travailler sur des personnages qu'on pourrait designer et qu'on pourrait faire vivre et faire travailler avec d'autres personnes. Donc c'est ouais. Mais par contre, ça prend du temps, quoi. C'est être patient peut-être aussi, ce que je ne suis pas. Et c'est ouais, avoir des objectifs, mais souvent, c'est une belle image, mais souvent on dit c'est le chemin non, c'est quoi? C'est le voyage le plus important, pas la Ouais, destination. exactement. Par contre, ne pas avoir de destination, je pense que c'est bien d'en avoir une. Même si elle change dans la vie, c'est pas le problème. Mais avoir un voyage sans savoir où tu veux aller, bon, C'est une errance, c'est plus un voyage. c'est une belle phrase que tu viens de dire, mais une errance, oui, bah oui, c'est voilà. Après, il y a peut-être que certains s'y retrouvent, tant mieux. Moi, en tout cas, si je reviens sur ma vie personnelle et ma carrière pro et tout, c'est un peu ça. C'est à la base, je voulais faire de la BD, hein, je voulais raconter des histoires, je voulais faire la mise en scène et tout, hein, donc c'est sur le chemin. Et peut-être que dans 10 ans, j'y serai. Une fois que j'aurai fait vraiment tous les postes de la 3D, je sais pas. mais voilà. Et c'est comme ça que là, je fais de plus en plus de gestion et de plus en plus de gestion de prod aussi, parce que ça m'intéresse. D'un coup, aujourd'hui, il y a plein de choses que je vois, je comprends pas pourquoi les films sont produits comme ça. Il y a des choses que je comprends pas, ça met trop de temps, ça pourrait être beaucoup plus rapide et tout. Et j'ai eu une discussion super intéressante avec Cast, Julien Bagnol, un des boss de Supermonk, justement, la semaine dernière, où lui, il est de l'autre côté, en fait, il est plus dans la production, et il m'expliquait un peu plus. Et il y a des choses que j'ai compris, et d'autres que je ne comprends toujours pas, et voilà, ça me titille, je me dis, vas-y, j'ai envie d'y aller, j'ai envie de voir ce que ça donne. Et ok, bah peut-être que je ferai plus du tout de 3D, j'en sais rien, ou peut-être que je reviendrai plus tard dessus. Peut-être. Mais l'avantage, c'est que j'ai la sensation de rajouter des cordes à mon arc. Et pour l'instant, le chemin me plaît bien. J'ai plein de regrets dans ma vie, hein, de choses que j'ai dites ou faites que j'aurais pas dû, ou que je n'ai pas dit ou pas fait. Il faut réussir à se retourner de temps en temps et puis dire bon, il y a quand même des choses, c'est pas mal, quoi. Voilà. C'est peut-être moi, mon niveau, c'est peut-être le truc parfois que je fais pas assez. C'est me retourner plus souvent et me dire bon, ok, ça foire là aujourd'hui, mais par contre, bon, on est quand même pas mal. Continue pour s'alimenter en bon carburant, en carburant positif, tu vois, pour continuer à avancer. Encore une fois, même quand on est avec creux et voilà. Ouais, apprécier ce qui est fait et pas juste voir le verre à moitié vide, mais déjà, tout le liquide qui est déjà rentré et qui l'a déjà rempli, pour apprécier ce qui est fait et il y a beaucoup de choses qui sont faites et on a toujours tendance à garder plutôt en mémoire le négatif alors qu'il est souvent entouré de beaucoup plus de positifs, mais qu'on oublie, tout de suite, C'est ou moins trop marquant rapidement. c'est moins marquant parce qu'en fait, mais je crois qu'il y a eu des études pareil là-dessus, l'être humain est plus marqué par la douleur, en fait. Mmh, mmh mh. Parce que bah, on n'empêche qu'avant on venait de la jungle entre guillemets et qu'il fallait survivre, hein. Quand tu prenais un coup de croc, tu t'en souvenais pour éviter de repasser au même endroit. Et mine de rien, je pense qu'on a encore ça dans notre cerveau. Euh, donc ouais, oui, c'est un peu tout ça. Bah, écoute Laurent, je t'annonce, ça va faire, 1 heure et demie qu'on papote, tous les 2. Ça veut dire qu'on va devoir conclure cet épisode ensemble. Voilà. J'espère que tu as apprécié notre échange et que tu as passé un beau moment. Ouais, Hem, bah, bien sûr, hein, c'est parler de 3D, du milieu et de ce qui se passe. Et puis, encore une fois, vraiment, j'essaie sans langue de bois, voilà. Voilà, j'ai mes défauts, j'ai mes qualités, mais c'est toujours un grand plaisir. Et puis, moi, j'espère que
va plaire aux personnes qui ont écouté. Ouais. Bah, j'espère aussi. À propos d'écouter, qui t'aimerais bien entendre sur des futurs épisodes? Hum, ma première idée, c'est de penser à Ali, mon associé, pour qu'il puisse parler de son approche. En plus, je fais un peu de teasing, son principe KISS, Keep It Simple et Stupid, qu'il aime bien, qui résume beaucoup de choses chez Carlab aussi. Donc Ali, bien sûr, je pense que ça pourrait être très cool. En plus, comme ça, vous auriez les deux visages d'une société, qui sont deux visages avec la même vision globale, mais avec une approche différente enfin, plein de choses différentes. Donc ça, je pense que ça peut être intéressant. Honnêtement, ouais, genre Jacques Bled. Jacques Bled, j'adorerais avoir un podcast de Jacques Bled ou d'Olivier Pinol aussi, des personnes qui ont des grosses boîtes. Moi, je pense à ces deux personnes-là, par exemple. Ouais, oui, je pense voilà à ça. Voilà. Ouais, mais c'est déjà pas mal, oui. Je te demande pas non plus une liste de 10 noms, t'inquiète. À le temps de Hem, Guy Olivier, on le temps, mais en tout cas, moi, ça m'intéresserait. OK, cool. Bah, moi aussi carrément. Bah, écoute, on va voir s'ils seront chauds. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Laurent, tu as parlé de Carlab, mais toi, à titre perso, où est-ce qu'on te retrouve, en ligne? Alors, en ligne, bah, le plus simple déjà, c'est carlab.fr, c'est le Ouais. site. Carlab.fr, c'est là où on peut voir un peu ce qu'on a fait, des images aussi, des liens vers toutes les chaînes YouTube, des projets sur lesquels on a travaillé. Voilà, on apprend un peu plus aussi sur nous. Et puis, le point d'entrée, il y a l'Instagram, qui s'appelle carlab_insta. Et donc le Facebook est connecté, bien sûr. Il y a le LinkedIn aussi. LinkedIn, la page LinkedIn de Carlab, qui va reprendre vie parce qu'on a quelqu'un maintenant qui revient nous aider en chargé de com, pour un peu parler de nous, enfin donner l'actualité, et puis quand on cherche du monde pour travailler, comme c'est un peu le cas d'ailleurs en ce moment, en tant que graphiste, parce qu'on a signé pas mal de projets. Principalement, ouais, c'est formats, le site internet, l'Insta et le LinkedIn. Trop bien. Et puis après, on a une newsletter qu'on va relancer, mais c'est lié aussi au LinkedIn. Donc, OK, bah, c'est déjà pas mal, hein. Si vous êtes intéressés pour aller regarder ce que fait Carlab, ça vous fait déjà pas mal de liens et de ressources à aller regarder, donc je vous laisse aller checker tout ça. Et pour finir l'épisode, en bonne et due forme, je vais avoir besoin de toi sur le mot de la fin. C'est, la petite conclusion, maison et ta petite note finale, que tu vas pouvoir apporter. Tu aurais envie qu'on se quitte sur quoi? ah, on en a parlé un tout petit peu, mais avant, mais c'est, voilà, il y a le mode bisounours ou pas bisounours. Donc, je vais faire les deux, et je pense que ça correspond bien. C'est bah déjà, ouais, la 3D, on a beau faire des petits personnages tout mignons, mais c'est pas le monde des bisounours tout le temps. Voilà. Et l'autre chose, ça va être j'aime bien cette formulation qui est un peu enfantine, mais c'est en visant la lune qu'on atteint les étoiles. Voilà. Donc ça, c'est ta citation bisounours que j'essaye de mettre, une étiquette sur. Exactement. Je préfère celle-là plutôt que c'est pas la destination qui compte, c'est le voyage. Et je préfère la formule de l'étoile, je la trouve plus poétique et plus jolie. Mais c'est toute mon ambivalence. C'est le côté, on me l'a souvent dit, hein, c'est le côté, le passage où je suis très gentil, et le passage où je suis beaucoup moins gentil. Et parfois, il n'y a pas il y a pas d'entre-deux. Donc, ce qui peut peut-être aussi dérouter certaines personnes, mais de base, je suis gentil. Je suis très, très gentil. Et le mode bisounours, ouais, à la base, je fais ce métier aussi pour ça, parce que le rêve, quoi. Rêver, les histoires m'ont fait rêver. J'ai envie de faire rêver les gens avec mes moyens, en tout cas, participer à ça. Mmh. Bah, gardez la tête dans les étoiles et vous verrez peut-être la lune plus ou moins de près, mais gardez la tête dans les étoiles. Ouais. Trop bien. Bah, écoute, on va se quitter là-dessus. Laurent, merci pour ton temps, merci pour, ce partage d'expérience à fond, qui donneront, à mon avis, quelques ressources et tips à certains, pour, bah, continuer à se former et continuer à explorer, sur, leur chemin qui est propre. Et puis si vous êtes encore là, c'est que normalement vous avez passé un très bon moment. Je vous le dis à chaque fois,
prenez cet épisode et vous l'envoyez à tous ceux que ça pourrait intéresser. Donc partagez-le, je vous fais confiance. Et puis pour aller retrouver Laurent, vous avez tous les liens pour vous intéresser à son travail. Salut, à la semaine prochaine. Salut Laurent. Merci Sandrine, salut. Merci à toi. J'espère que l'épisode t'a plu autant qu'il nous a plu à enregistrer et à produire. Si c'est le cas, n'oublie pas de nous laisser une petite note et de le faire tourner autour de toi. Ça nous aide énormément à le faire connaître, nous faire connaître et à diffuser de l'inspiration à gogo. En attendant le prochain épisode, on se donne rendez-vous sur gizmo.academy, gizmo.academy avec un Y, où tu découvriras tous les résumés des épisodes précédents. On se dit à très vite, bye bye.